de nous suivre. C'est les directs de votre émission, les 4e numéros de la semaine. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. Chers téléspectateurs, vous nous suivez à travers les Congos profonds. Merci une fois de plus. En plateau, 4 invités pour tourner autour de la thématique, mais surtout l'actualité en République démocratique du Congo, dominée par la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Merci de nous écrire, merci de nous parvenir vos suggestions, chers téléspectateurs. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Une équipe costaud, Marco Elda, Germain Kémé, l'assistance. Allez, de l'autre côté, nous avons Dieudonné Massounda, les grands réalisateurs. Faïda. C'est Faïda, Fatou. Ah, Fatou, voilà. Fatou et donc c'est la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Chers téléspectateurs, merci une fois de plus. En plateau, 4 invités des tendances différentes. Ils vont devoir nous donner les éléments de réponse à toutes nos questions. On va parler des négociations entre le rebelle et Kinshasa. Question mark, nous allons juste nous interroger, nos invités vont devoir nous éclaircir quant à ce. Jules Pitra Mukendi est parmi nous. Bon retour, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Bonjour, cher Chris. Bonjour à mes collégateurs. Je rencontre la première fois vraiment ici. Ça va faire très bien longtemps. Je salue aussi toute l'équipe de la 10e rue de télévision qui nous a toujours été très hospitalière. Nous sommes contents aujourd'hui de nous présenter en ce moment où le pays est en mouvement en ce moment. Nous croyons que cette émission sera une émission républicaine au cours de laquelle nous allons essayer d'aider le plus grand nombre de la population à comprendre ce que nous qui arrivons à lire entre les lignes, à comprendre ce non plus, parce que mais cela passe par un chemin. Je crois qu'il a encore du chemin à faire. Il les fait déjà un peu bien. Nous pensons que s'il garde sa ligne, il se peut que demain qu'il devienne le leader de l'opposition, mais je crois qu'il y a un chemin à faire. Ceux qui sont là, à l'instar de Fayoulou, de Katumbi et autres, ont déjà fait du chemin, ont eu à asseoir leur parti, ont eu à se faire un CV beaucoup plus étoffé que le sien par rapport à un parti, par rapport à une organisation au niveau du pays. Mais je crois que c'est de bonnes guerres pour lui. Nous sommes dans un pays démocratique. Fayoulou s'est rendu dernièrement, tout récemment, c'était Djomindonga là. Nous avons vu Laurent Onyemba, comme nous voyons Laurent, c'est-à-dire Ensemble pour la République. Qui d'autre Mike Moukeba, lui aussi, qui vient de quitter la prison centrale de Makala. Et donc, c'est tout le monde qui s'est réuni derrière Jean-Marc Kabunda. Il doit en profiter. Même le Fretin 7 Koukouni s'est aussi rendu chez lui. Non, ne dites pas ça. Pourquoi traitez-vous cette Koukouni de Fretin? C'est encore de petits politiciens, de petits opposants, je vais dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une machine politique qui peut faire qu'ils deviennent grands, même si ce n'est pas exclu. Nous avons vu à la préparation des élections de 2018, Martin Fayoulou n'était pas grand-chose, mais parce qu'il était dans le rouage de grands, les choix étaient portés sur lui. Je crois que si je les appelle Frétins, ce n'est pas pour le rabaisser, mais c'est seulement pour dire qu'il n'y a pas de machine politique autour de lui. Très bien. Après, si le destin fait que demain, que tout le monde le porte et qu'il devienne grand, ici, sur ce plateau, nous reviendrons pour dire qu'ils sont devenus grands. Pour le moment, le gros poisson de l'opposition, nous le connaissons, c'est Fayoulou, c'est Katumbi et les autres encore. Kabila.
Oui, Kabila aussi, même si lui, il est allé au-delà des limites qui lui étaient prescrites en tant qu'ancien chef de l'État. Il faut savoir qu'il y a une loi sur les statuts d'ancien chef de l'État. Et Kabila l'a bravé en prenant position contre un mouvement terroriste dans le pays. Et ça, c'est un débat qui va revenir aux juristes. J'espère qu'au moment venu, ils sauront dire le droit comme il faut. Très bien. Merci beaucoup. Je vais devoir recevoir l'unique opposant en plateau, communicateur de l'opposition, pour ne pas dire opposant. Vous n'êtes pas président d'un parti politique, mais sinon, vous prenez une position contre la classe gouvernante actuelle. Martin Balela, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher Chris. Très heureux d'être dans votre émission. Et laisse-moi saluer mes co-débatteurs sur les plateaux et pourquoi pas le fond de votre émission. Très bien. Merci. De l'autre côté, Kanoumani Yokabas. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Chris, merci pour l'invitation. Bonjour aussi à tous mes co-débatteurs sur le plateau, surtout à mon ami, ça fait longtemps, Tembalé, là que j'aime beaucoup. Et sans plus tarder, sans oublier aussi, oui, c'est mon ami. Sa prise de position? Non, vous savez, même souvent, c'est un ami, je sais très bien, mais il est l'incarnation de la transparence politique. C'est ça, c'est que je l'aime beaucoup, mais j'aime pas des partis politiques. C'est ça, moi. Mais dis-moi, je suis content d'avoir des plateaux avec lui ce matin. Très bien. Mais sans plus tarder, j'ai une bonne nouvelle à tous les Quinois et Quinoises. Vous savez, il y a beaucoup d'embouteillages à Kinshasa. Daniel Boumba, qui est mon gouverneur, doit trouver une solution. Vous parlez de Daniel Boumba? Oui. Okay. La solution, c'est laquelle? C'est qu'il y a plus de 22 taxis fluviaux qui seront mis sur le fleuve Congo pour que les jours à venir puissent terminer une fois de plus. La mobilité des Quinois? Oui. Plus de 50 000 passagers. Par jour? Ils seront transférés par jour. Il a essayé les 10 avec il a eu une délégation jusqu'au niveau de Célébambou. C'était en tout cas magnifique. Vous avez nettoyé le fleuve? Vous avez nettoyé déjà le fleuve? Tout était un grand travail. Bientôt là, on va lancer, en tout cas les Quinois. Vous avez lancé quoi? Est-ce que vous avez nettoyé d'abord le fleuve? On a déjà fait, mon cher ami. Les 10, dans le Baloba qui est mon gouverneur et toute la délégation, c'est parce qu'au niveau de Célébambou, de Majestic, les 10 avril ou bien les 10 mars. Ah, ok. Au moins, nous parlons, donc d'ici là, on va lancer les taxis fluviaux. Là, je pense que les propriétaires des véhicules sont en fuite. Bientôt, là, ils seront en fuite. Parce que là, moi, je ne vais pas prendre les taxis. Je passe au niveau des rivières, fleuve Congo, je prends et je viens ici. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce qu'il y aura aussi des arrêts comme... Il y aura des arrêts. Tout, mais voilà quoi on a lancé, c'est depuis les 10 qu'il a effectué d'abord test, test. Bientôt là on va commencer. Très bien, merci beaucoup. Bonne chance à lui. Il a un bourgmestre compétent de la commune de Kinshasa, M. Bienvenu Balibi. Vous savez, quand vous regardez la commune de Kinshasa, ici, de l'époque, et actuellement avec Mbalibi, c'est une grande différence. Voilà pourquoi j'ai dit, chaque samedi, il y a le salon qui organise des activités pour l'assainissement du milieu. La commune mère zone Akine, comme on l'appelait dans le temps. Vous arrivez vers Zando là-bas, c'est aussi propre. Très propre, vous savez. Très. La commune est grande. Vous savez, la commune est grande. Quand on en avait vu les anciens bourgmestres qui n'ont rien fait, mais Mbalibi est arrivé pour élever le défi. Il a bénéficié de ces 20 000 $ en Mbalibi. Oui, il a bénéficié. Voilà pourquoi chaque samedi, il est sur le terrain. Lui n'a pas voulu les climatiseurs. Lui a accepté de laisser le bureau pour qu'il soit dans la rue. Très bien. Merci. Allez, les 4 invités en plateau, c'est une première pour lui. Toms Makongo, il est de la société civile. Bonjour et bienvenue. Merci Chris, merci aux co-débatteurs. Je suis très content de me retrouver sur votre plateau. Je vous suis de loin. Bravo pour le travail que vous abattez pour le pays. Merci. Vous êtes vraiment un exemple pour la jeunesse. Je pense que les jeunes peuvent vous prendre comme modèle. Bon, vous avez encore beaucoup à donner. Vous avez encore beaucoup de numéros dans votre mallette. Je remercie également l'équipe technique qui nous aide à atteindre nos téléspectateurs qui vont nous suivre. Je pense que nous allons parler Congo, nous allons parler pays qui est notre alma mater parce que nous sommes là parce que nous sommes Congolais et nous voulons parler pour les biens du Congo. Très bien, merci beaucoup Toms. Vous gardez la parole, je le rappelle, vous êtes communicateur mais aussi analyste. Donc vous gardez la parole. Yves Punga, candidat président en 2018, il s'est éclipsé sur la scène politique congolaise. Je ne sais pas, à l'heure actuelle, il est où, il fait quoi et quelle est sa nouvelle? Alors, merci. Bon,
je suis communicateur, bien sûr, je suis journaliste, comme vous. Donc, nous prestons dans différentes chaînes. Je suis également économiste, expert en questions monétaires. Je suis aussi analyste politique, parce que nous aimons la politique, parce qu'il s'agit de ce qui nous nourrit. Si vous ne vous occupez pas de la politique, d'une façon ou d'une autre, elle s'occupera de vous. Donc, vous me posez la question sur M. Yves, qui a voulu que nous parlions de lui. M. Yves Punga, c'est un Congolais comme vous et moi, qui a des ambitions, qui a eu des ambitions de diriger ces pays en 2018. Malheureusement, les Congolais n'ont pas voulu lui accorder cette opportunité. Mais vous demandez... Parce qu'il n'avait pas persuadé. Vous savez, il peut y avoir une trentaine de candidats, il y a un seul qui passe. Donc, il a accepté la réalité telle que présentée. Aujourd'hui, il est à l'Occident, il vit aux États-Unis actuellement. Il est en train de se battre, parce que travailler pour les Congos n'est pas qu'être au pays, on peut être ailleurs, on peut se battre d'une façon ou d'une autre pour essayer de donner tant soit peu ce que le Congo a besoin. Alors, vous avez suivi à la rencontre du chef de l'État avec sa classe politique, l'Union sacrée de la nation, Tshisekedi, qui a tendu sa main à l'opposition, à tout le monde, voir, pour se réunir autour d'une table et parler Congo, ce qui est important. Est-ce Yves est partant pour cette main tendue du chef de l'État? Absolument, cher Chris, Yves est partant. Pourquoi est-il partant? Parce que c'est d'abord un Congolais. Je ne sais pas, à moins qu'on soit pétri d'une mauvaise foi pour ne pas voir ce que les Congolais sont en train de vivre. Ça fait longtemps que les politiciens congolais se sont taillés la part du lion pour chercher à se procurer ce qui leur revient, le droit, bien sûr, le beefsteak et tout ce qui va avec. Mais parfois, il y en a peu qui se soucient de la situation que vivent nos frères et sœurs qui vivent à l'est de notre pays, mon frère. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent chaque année depuis qu'on est, ça fait près de 3 décennies. Est-ce que ça vaut la peine que cette situation continue? Nous pensons que non. Est-ce qu'il faut que tous les Congolais de tous bords se retrouvent ensemble pour essayer de parler tant soit peu, pour éradiquer cette histoire? Je pense que ça vaut la peine. Alors, je ne suis pas de la majorité, mais on peut ne pas l'aimer. Vous êtes au centre de la société civile. Absolument. Le président Tshisekedi n'est pas contraint de travailler avec qui que ce soit. Il a gagné ses élections, il a eu la majorité présidentielle, il a également eu la majorité parlementaire, parlant des résultats que nous avons vus. Je m'abstiens de toute équilibration, il y a eu contentieux. Il n'a pas tenu compte de tout cela, il a tendu la main. Maintenant, il s'est dit, après près de 2 ans, il estime qu'il y a encore des fils et filles du pays qui sont dans l'autre bord, qui peuvent faire quelque chose. Raison pour laquelle il a dit, venez me rejoindre. Malgré j'ai l'union sacrée, mais j'ai encore besoin de vous. Venez. Raison pour laquelle Yves Punga a répondu favorablement à cet appel. Pourquoi il a répondu? Il a du sang congolais, il voit la situation que traverse son pays. Il s'est dit, avec l'expertise que j'ai, avec un carnet d'adresses garni, tout ce qu'il a eu à rendre comme service en Angola et dans d'autres pays, pourquoi ne pas le mettre au service de mon pays? Mais nous soulignons qu'il n'est pas de l'union sacrée, mais il est congolais, il répond à l'appel pour sauver la RDC par rapport à son expertise. Si vous voulez, on entrera un peu en profondeur. Très bien, merci beaucoup Yves Punga, qui nous suit certainement à travers Congo 60 Télévision sur YouTube. De bonnes choses, de là où vous êtes, aux USA. Dans quelle ville précisément? Washington DC, New York? C'est un politique, je pense qu'il est impérieux de garder un peu l'anonymat là où. Très bien. Allez, Jules Pitra, vous avez la parole thématique. On va prendre la thématique comme ça. Après la présentation, négociation avec le M23 AFC. Tshisekedi, en son temps, le chef de l'État avait déjà émis sa position, la position de tous les Congolais, parce qu'il est le premier de nous tous. Il avait dit négocier avec le rebelle, ça sera une ligne rouge qu'il ne faut jamais franchir. Est-ce aujourd'hui, par rapport au communiqué brandi par le palais présidentiel de la République sœur d'Angola, voyez-vous aujourd'hui Kinshasa faire un comeback pour négocier avec ces derniers? Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que la vie, comme j'ai cessé de le dire, c'est un concept mouvant. Les choses évoluent avec elle. Je crois que si je dois aussi donner un autre adage, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Donc, je crois que quand on est dirigeant, il est mieux que de savoir s'adapter, de savoir d'abord faire un certain marchandage, c'est-à-dire que de donner une position stricte, mais après, de revenir pour être celui qui est le garant de la nation, celui qui doit être le protecteur de toute la population. Je crois qu'aujourd'hui, après tous les crimes que nous avons vécus à l'est de notre pays et tout ce qui sévit encore aujourd'hui, je crois que le président, en tant qu'un bon père, a pensé, pas d'une manière aveugle, mais avec toute la sécurité que lui confère aujourd'hui, par exemple, la résolution 2373 du Conseil de sécurité, après toutes les résolutions qui sont sorties de l'Union européenne, après tout ce qui s'est fait à Nairobi et à Luanda, le président a pensé qu'aujourd'hui il était suffisamment sécurisé sur le plan juridique, voudrais-je dire, pour essayer d'affronter, de rencontrer maintenant ces belligérants de M23. Moi, je crois que c'est de bonne loi, c'est une bonne chose pour lui, si seulement ceci peut arriver à donner la paix à toutes ces populations meurtries de l'Est de notre pays. Donc, je crois que c'est ouvert. Vous partagez cette approche aujourd'hui de négocier avec le rebelle, vous? Tout à fait, je partage cette approche, mais avec toute la sécurité que je venais d'évoquer maintenant. Parce que ici, hier, vous vous rappellerez de Nairobi. À Nairobi, le gouvernement a rencontré tout le mouvement rebelle et armé, et ils ont pu taire leurs armes, ils se sont mis d'accord. Mais les M23, vous vous rappellerez, ils se sont rebellés, ils n'ont pas voulu suivre cette voie-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la guerre sur terrain. Il faut reconnaître qu'ils ont marqué de points. Ils ont conquis plusieurs villes, Ils ont conquis plusieurs villes et territoires. Et donc aujourd'hui, les présidents, au lieu de se fourvoyer dans une position qui va continuer à meurtrir le peuple, le pays, je crois qu'il a compris en tant qu'un bon père qu'il faudra avancer, comme j'ai commencé par dire que... Alors, on va essayer d'entrer en profondeur de ces rebelles de M23, parce que vous l'avez dit tantôt, il faut voir les choses autrement. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Alors, c'est connu de tous, leurs revendications. Vous le savez bien, le M23 AFC ne jure que sur le brassage-mixage. Est-ce aujourd'hui, ils vont changer leurs revendications pour passer à autre chose, ou ils vont maintenir leurs revendications? Alors, la question est celle-ci. Au moment où ces derniers insistent ou bien gardent leurs revendications, quelle serait la position de Kinshasa? Parce que là, Kinshasa refuse tout ce qui est brassage et mixage. Alors, ces derniers comptent plus sur cela. Que faire? En fait, Chris, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la guerre, c'est la continuation de la politique. Et les négociations ont toujours existé. Vous verrez, il y a plusieurs conflits dans le monde, si vous pouvez vous en rendre compte. Il y a beaucoup de conflits qui ont fait plusieurs années, pour lesquels il y a eu des négociations, mais qui n'ont peut-être jamais abouti. Donc, il ne faut pas croire ici que négociation veut dire arrêt des hostilités forcément. On négocie, on écoute les cahiers des charges. Négociation ne veut pas dire aussi faiblesse. Hein. Ça ne veut pas. C'est très important de non, la diplomatie est une force. Et il ne faut pas oublier qu'en relation internationale, les guerres, elles peuvent commencer comme elles veulent, mais elles finissent toujours par un tête-à-tête. Elles finissent toujours par des négociations. Les gens doivent se mettre d'accord, soit que je suis plus fort que toi, toi tu l'avoues, soit que tu ne t'avoues pas vaincu, et puis on essaye de voir comment on va continuer. Si sur la table on ne se met pas d'accord, on rentre sur le champ de bataille pour que je te prouve que je suis encore plus fort que toi. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Donc plusieurs personnes pensent que négocier, ça veut dire que forcément arrêt des hostilités. Pas forcément, mais c'est une voie vers l'arrêt des hostilités. C'est que nous souhaitons, ce que le président de la République a choisi. Ici, je ne veux pas... Peut-être que les gens ont oublié. Nous avions ici Laurent Désiré Kabila qui avait décidé de ne pas négocier avec les rebelles. Et nous avons vu les rebelles jusqu'à la porte de Kinshasa. Parce qu'ils ont progressé jusqu'à la porte de Kinshasa. Mais lui n'avait jamais fait le choix de négocier avec eux. Donc c'est un choix politique. Aujourd'hui, je salue les choix politiques faits par le chef de l'État. Mais je dis aussi que ce qui était à Nairobi et aujourd'hui à Luanda, ça sera très différent parce qu'il y a une résolution des Nations Unies qui sécurise le pays. Pour revenir à votre question, 27-63-73. Donc, ça sécurise la Kinshasa parce que là, on ne parlera plus du Rwanda parce qu'il faut savoir que dans cette guerre de l'Est, il y a deux agendas. Il y a l'agenda du Rwanda
qui veut continuer à exploiter, à piller les ressources du pays. Il y a l'agenda de ce qu'on appelle le pantin, les représentants, les Nanga et autres, qui pensent qu'ils peuvent arriver jusqu'au pouvoir. Donc, là-dedans, le Rwanda donne l'armée, fait le soutien militaire, et ça fait cette histoire-là. Donc, ça fait, aujourd'hui, nous sommes plus sécurisés par le fait que tout va se savoir, et on ne va pas aller au-delà de ce qui est possible. Donc, ce ne sont pas, je vais dire ici, de compromis qui vont se faire comme à l'époque de 2013, à l'époque de Kabila, où on a offert... 2009 aussi. Hein. 2009-2013, où on a offert beaucoup plus de poids, beaucoup plus de place à ces rebelles, sans vraiment consulter la nation, sans vraiment savoir ce qui se passe. Et cela s'est fait, je ne sais pas, sous le bois ou où. Nous ne voyons que des documents qui sortent pour dire qu'il y a eu des accords par-ci, par-là, ils ont décidé ceci et cela. Mais aujourd'hui, tout sera mis sur la place publique, sur la lumière. Et il ne faut pas oublier que Kagame, au mois de décembre, avait évité de rencontrer le président Tshisekedi en Angola. Exact, en Angola, oui. Et si vous en connaissez les dessous des cartes, vous comprendrez qu'aujourd'hui, Kinshasa fléchit, mais décide que tout se passe en Angola. Comme pour dire que les autres vont venir avec... Fléchit pour dire qu'on peut négocier maintenant. Ah, ok. Mais Kinshasa décide que ça se passe en Angola. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Je crois que les autres vont aller en Angola avec un ressentiment, parce que ce sont des gens qui ont toujours fustigé l'Angola. Ce sont des gens qui n'ont jamais voulu ce qui se passe à Luanda. Mais comme nous allons revenir sur ce qui s'est décidé à Luanda, nous verrons ce que cela va accoucher. Et c'est prévu pour le 18 déjà. On a dit que c'est pour le 18 mars que cela pourra débuter au niveau de Luanda. Mais quand Tina, vous gardez la parole, vous allez réagir dans 30 secondes. Mais quand Tina Salam a dit que nous allons prendre acte et attendons voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise. Nous rappelons par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi. Nous réaffirmons notre attachement à la résolution 2773. C'est-à-dire Kinshasa entrevoit aussi qu'est-ce qui sera fait de l'autre côté afin de prendre une véritable position. Je l'ai dit tantôt, Kinshasa n'y va pas comme un enfant. En fait, d'ailleurs en diplomatie, je crois que c'est quelque chose, comme on dirait, c'est quelque chose que je donne, mais que je ne donne pas fort, vraiment. C'est-à-dire que nous disons aux rebelles que nous voulons négocier, mais quand ils arriveront sur la table de négociation, ce qui est vrai, c'est qu'ils vont trouver des cadres juridiques assis sur ces résolutions des Nations Unies et ce qui a été décidé à Luanda avec le président du Rwanda. Merci beaucoup. Martin, vous avez la parole. Est-ce à ce jour négocier pour Kinshasa est une faiblesse? Cher Chris, vous savez, lorsqu'on gère la République, on doit éviter les émotions. Malheureusement, c'est la chose qu'on remarque aujourd'hui chez nos dirigeants. Tshisekedi nous avait dit, même si les rebelles... Le chef de l'État. Je parle de M. Tshisekedi. Cher Chris, arrêtez avec ces intimidations. Sinon, à la prochaine occasion, je ne répondrai pas à votre invitation. Les noms, c'est Tshisekedi. Il est chef de l'État. C'est Tshisekedi, n'est-ce pas? C'est M. Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas? C'est pas ça? Non, allez-y, c'est moi qui pose des questions. Tshisekedi nous avait dit ceci. Même si les rebelles arrivaient à la porte de l'OIA, il ne va pas négocier. Même s'il arrivait là. Malheureusement, ils ne sont pas encore là. Mais ils veulent aujourd'hui négocier. Ils veulent aujourd'hui négocier. Lorsque Vital Kamerhe avait proposé à Tshisekedi d'aller négocier pour éviter le pire, Kamerhe était traité de tous les maux. Lorsque le président Jean-Marc avait demandé à ces régimes d'aller négocier pour éviter le pire, il était traité de tous les maux. Oui, il était traité de tous les maux, chers frères. Si le président Tshisekedi savait bien qu'il allait finir par négocier, pourquoi accepter alors que les Congolais décèdent de l'autre côté? Pour moi, il devait commencer peut-être par la négociation. Parce qu'aucune négociation avec les rebelles sera favorable pour les Congolais. Aucune négociation. Aucune négociation. Okay. Aujourd'hui, le régime nous prouve à combien qu'il est incompétent. Le régime nous prouve aujourd'hui à combien il n'est pas au niveau pour nous protéger, pour nous sécuriser aujourd'hui. Pourquoi toutes ces manœuvres, au lieu de protéger la vie humaine? Mais quand vous dites aucune négociation ne sera favorable pour le Congo, avec les rebelles, bien sûr, oui. Vous proposez quoi?
Mais c'est ça qu'on demandait d'abord à Tshisekedi. Au lieu de voir le perte de vies humaines comme ça, vaut mieux négocier avec ces rebelles. Tshisekedi avait refusé. Tshisekedi il voulait nous faire croire qu'il va faire la guerre. Malheureusement, on n'a pas encore une armée qui est prête à faire la guerre. On n'a pas une armée qui est au point de chaque crise. Notre armée a beaucoup de points à revoir. Notre armée a beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'on doit travailler. C'est pas des problèmes que Tshisekedi a créés. Nous sommes tous conscients. Tshisekedi a trouvé ces problèmes. C'était pas prêt, c'était pas aussi le moment pour Tshisekedi d'assumer ou de dire que non, on doit faire la guerre, cher Chris. Parce qu'aujourd'hui, on a pris, depuis l'arrivée de l'AFC, moi je pense qu'on a pris, si c'est 6 mois, on a 9000, selon les rapports du ministère de Santé, on a 9000 morts. C'est une perte pour la République. Si on avait accepté depuis le début de cette année. Depuis le début de cette année. Si on avait accepté peut-être de négocier pour préparer l'armée et faire la guerre après, ça allait être la meilleure solution. Pourquoi accepter de faire la guerre pendant que nous n'étions pas encore prêts de faire la guerre? Aujourd'hui, qui sont de perdants? C'est les Congolais. Et Tshisekedi sera responsable de toutes ces vies qui périssent de l'autre côté, cher Chris. Il sera responsable. Il doit assumer comme... Parce que à l'époque de Kabila, c'était Kabila qui était responsable. Aujourd'hui, Tshisekedi est responsable. Mais quand vous dites que vous avez suggéré à Tshisekedi par le passé de négocier avec le rebelle, je le disais tantôt, Mouyaya l'a dit, tout le monde le sait, que le homme 23, il tient toujours à leur brassage et mixage au sein des institutions congolaises. C'est ça leur souci. Voyez-vous la République accepter? Mais accepter déjà d'aller négocier, nous serons obligés d'accepter leurs propositions. Non, ce n'est pas ça. Négocier ne veut pas dire cher Chris, on a négocié en 2009. Accepter totalement leurs revendications. Cher Chris, on a négocié en 2009, on a négocié en 2013. Vous savez la suite, non? Donc, si on accepte aujourd'hui de négocier avec Nanga, sachez-le bien qu'il va nous présenter encore un cahier qui sera tellement pire que les précédents. Les précédents. Ça serait grave parce qu'aujourd'hui, là, nous allons négocier à une position de faiblesse. On doit les reconnaître. Les régimes doivent négocier à une position de faiblesse. Parce qu'en diplomatie, lorsque vous cherchez une négociation, donc vous vous présentez à une position de faiblesse. Comme Tshisekedi qui demande la négociation, donc aujourd'hui Tshisekedi est à une position de faiblesse. C'est lui qui a sollicité cette négociation? Oui, parce qu'aujourd'hui, qui est le perdant? C'est Tshisekedi. Non, ne dites pas ça. Je vous dis, les perdants, c'est Tshisekedi. Le Rwanda qui est sanctionné à gauche, à droite, vous ne voyez pas toutes ces sanctions qui sont en diplomatie, l'État rwandais actuellement? Cher Chris, moi je ne sais pas si les Congolais ont besoin des sanctions ou les Congolais ont besoin de la paix. Les Congolais souhaitent avoir la paix et non des sanctions, cher Chris. Parce que vous pouvez continuer à sanctionner nuit et jour si la paix, si les Congolais ne trouvent pas la paix. À quoi bon ou à quoi servent toutes ces sanctions, cher Chris? Moi, je pense que Tshisekedi doit négocier. Mais cette fois-ci, il va négocier à une position de faiblesse comme Kabila en 2013. Il va négocier comme ça. En quoi le régime est faible? Dans tout. Dans tout, parce que si les régimes n'étaient pas faibles, on n'allait pas se retrouver aujourd'hui à une situation, à la même situation de 2013. Moi, j'aimerais que vous ne compariez pas les deux régimes, Kabila et Tshisekedi. Parce que pendant le temps de Kabila, personne ne nous avait dit que c'était les Rwandais qui nous attaquaient. On parlait des groupes rebelles. À l'avènement de Tshisekedi a éclairé l'opinion. Ça a changé quoi? Non, attendez d'abord. C'est une piste de solution. Il ne faut pas voir toujours le noir partout. Tshisekedi, aujourd'hui, nous a fait voir, il a fait voir à la face du monde que c'est les Rwandais. Et le Rwanda n'est pas seul, il y a tout un complot derrière le Rwanda. Et donc, toutes ces nations, toutes ces fortes puissances qui sont derrière les Rwandais, petit à petit commencent à se retirer et les Rwandais se retrouvent tout seuls devant cet état de choses. Et c'est par là que les portes seront ouvertes pour la République démocratique du Congo afin de passer à une étape suivante qui est d'une paix durable. Cher Chris, moi je ne sais pas si vous remarquez ce qui se passe. Hein. Parce que même si on citait Kagame avant, soit pendant que Kabila dirigeait notre pays, ça allait changer quoi si on ne trouve pas la paix? Même si on citait, aujourd'hui Tshisekedi a cité même Kabila. Tshisekedi a cité même Emmanuel Shadari. Vrai ou faux? C'est faux parce que Tshisekedi n'a pas de preuves qui prouvent que Kabila... Non, ne dites pas ça. Or, vous en avez. Alors, lui, il en a. Hein, c'est lui qui il a qu'à assumer parce que c'est faux. C'est faux. C'est faux parce que Kabila était le meilleur partenaire. Vous avez des preuves?
Tant que la vérité n'est pas là, les mensonges restent vrais. Moi, je dis aujourd'hui que Kabila n'est pas l'auteur de ce qui se passe dans notre pays. Parce que Kabila a été le meilleur allié de Tshisekedi. Tshisekedi a dit le plus grand regret de sa vie, c'est la séparation entre lui et Kabila. Aujourd'hui, Kabila devient sorcier. C'est un homme sincère, honnête. Il est humaniste, Tshisekedi. Bon, moi je dis, c'est le même Kabila qui avait laissé une armée stritirée. Non, on ne dit pas ça. Infiltré au donc vous contredisez. Aujourd'hui, donc, qui est le menteur? Non, c'est une étape. Non, je dis qui est le menteur. Donc, qui est le menteur? Il n'a pas menti. C'est le chef de l'État qui est le menteur. Souligner quoi? Il a avoué devant le monde. Tu sais qu'il a avoué devant le monde que non, Kabila laissait une armée bien stritirée. Vous êtes qui pour contredire les chefs de l'État? Non, attendez. Est-ce que vous savez que notre armée est infiltrée? Les propos qui ont été dits sur la toile, il n'a pas tort. Ah, vous prenez ça? Tu sais que Dieu dit, nous étions là tous, tu sais que Dieu dit Kabila laissait une armée bien stritirée. La parole du chef est sacrée quand même. Vous voulez contredire les chefs alors? Ça c'est très grave. Position avec infiltré. Ça peut être structuré mais infiltré. Moi, je dis ce que Tshisekedi nous avait dit, que Kabila laissait une armée bien structurée. Moi, je ne pense pas qu'une personne qui avait l'intention de détruire un État peut laisser une armée structurée. Moi, je ne pense pas. Peut-être par magie. J'ai l'intention de détruire un État, mais je laisse une armée structurée. Le fond et la forme, c'est un débat. Soit c'est Tshisekedi qui nous a menti, soit c'est Kabila. Mais quand Jules Pitre dit les fonds et la forme, c'est deux choses différentes. Tshisekedi n'avait pas eu le temps de nous expliquer. Non, ce n'est pas Tshisekedi, ce sont des propos de Tshisekedi. Il est responsable de ses propos. Ce n'est pas à lui de me corriger. Mais quand nous parlons, quand nous faisons... Attendez, je ne vais pas entrer dans la pensée du chef, mais quand même, je vais essayer de comprendre la chose telle qu'elle est. Quand on parle d'une armée structurée, c'est-à-dire, nous avons des échelons, nous avons un général, un chef d'état-major, nous avons des bataillons. On a une bonne administration. Des centres de formation. Attendez, des centres de formation, l'administration au sein de l'armée. Point. Maintenant... L'infiltration, c'est là le fond de l'armée. Cher Christ, la meilleure armée, c'est l'administration. Si vous trouvez une armée structurée, donc vous avez une meilleure armée. Je vous dis, je suis votre avis, je vous le concède. Et nous sommes maintenant, je ne sais pas, vous voulez contredire les chefs. Donc, si vous contredisez les chefs, donc le chef est devenu menteur. Je vais l'expliquer ici. Si vous contredisez les chefs, il est devenu menteur. Merci beaucoup. Il a menti au Congo. Anatole, vous allez devoir répondre. Mais laissez-moi vous poser cette question parce qu'elle est intéressante. La structuration de l'armée congolaise, Tshisekedi l'a dit, oui. La structuration, en termes de l'administration, c'est comme l'organigramme d'une entreprise. C'est-à-dire, nous avons un DG, un DGA, nous avons un directeur, un vice-directeur, un directeur des divisions, tout ce qui va jusqu'au subalterne, les tout derniers agents. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la structuration. Vous êtes d'accord avec moi en plateau? Maintenant, la profondeur, les fonds, c'est que Jules venait d'évoquer tout à l'heure l'infiltration, la traîtrise. C'est ça même qui est le grand problème de la République démocratique du Congo au sein de nos FRDC. Alors, vous partagez cet avis? Tshisekedi parle, selon Martin, d'une armée structurée. Et nous, quand nous évoquons l'aspect infiltration, lui, il s'est contredit, mais il nous accuse à tort pour dire que c'est nous qui contribuons les propos du chef de l'État. Bon, merci beaucoup, cher Chris. Il n'y a pas longtemps, ça fait même 6 mois, mon frère Martin Bal était avec moi dans la majorité. 6 mois passés, aussi pas 7 mois. Sur un plateau sérieux, je ne peux pas citer les noms ici, il a eu à soutenir le chef de l'État en disant que il soutenait les chefs de l'État. Le mot là, ce qu'il venait de soutenir là sur la structuration de l'armée. Il avait d'abord contredit, il n'avait pas même soutenu ce qu'il venait de dire aujourd'hui, mais parce qu'il est dans l'opposition d'une manière, parce qu'il a été frustré, il n'a pas eu le poste. Nous sommes là, on a supporté la famine. Non, ne dites pas nous, on est là pas dans la majorité, on a supporté la famine, on est là. Voilà pourquoi mon frère Maraté, que j'aime beaucoup, en tout cas, sa place est encore vide, qu'il faut venir au niveau de la majorité, à nous sacrer la nation. On a besoin de lui. Maraté rentre, mon cher ami. Il vit bien dans l'opposition. Concernant la question de la structuration, effectivement, vous avez bien répondu ici, mon ami Gilles a dit. Pour dire que ceci, lorsque l'État avait dit oui, il avait trouvé des zones de défense et tout, c'était une organisation. Mais l'infiltration aussi, c'est au niveau du fond maintenant. Il y a eu l'infiltration. C'est depuis longtemps, on a eu à déplorer ça. Parce que l'armée congolaise est infiltrée. Effectivement, c'est depuis, lorsque Mouzé est arrivé ici, après Kabila, pendant le règne de Kabila, on a trouvé les Rwandais nommés ici, comme des chefs d'état-major et tout consort.
Et Fachi est venu en 2019, 18. Et lui, président de la République, prêtait seulement le 24 janvier 2019. Il arrive, mais si, il aurait dit que effectivement l'armée est structurée, ce n'est pas un problème. Il est arrivé, il a trouvé maintenant qu'au fond, il y a l'infiltration. Même lui-même, Aya reconnaître, a dit, Fachi a trouvé, oui, Aya reconnaître, il vient de dire tantôt là que ce qui vient d'arriver, hein, mais l'infiltration a commencé depuis longtemps. Il a trouvé le problème. Le problème là, de l'armée. Pour dire qu'il a reconnaître ça, Martin. Mais venir commencer à nous tromper l'opinion pour écouter ce que dit l'armée infiltrée, tout ça, ce n'est pas le problème. Ça, c'était votre position. Alors, à ce jour, Kinshasa, entre guillemets, qui veut négocier avec les rebelles, est-ce une faiblesse pour la République démocratique du Congo qui avait juré par le passé de ne pas négocier avec ceux-là qui ont touché aux armes, qui ont tué nos compatriotes? Bon, cher Chris, merci beaucoup. D'abord, je commence à... D'abord, l'actualité un peu. J'ai suivi mon ami Gilles dire qu'écoutez, les choix de négociation, ça vient du chef de l'État. C'est lui qui a voulu. Arrivant à Luanda, il a accepté de négocier. Martin aussi a même relayé le même message pour dire écoutez, c'est les choix des sécurités qui a accepté de négocier. Non. Nous avons un médiateur qui est Laurent Lorenzo. Il a invité son homologue, l'État Fachi Beton, pour venir au niveau de l'Angola. En arrivant là-bas, il a proposé, a dit ceci, qu'il prévoit une négociation entre Rwanda, M23 et RDC. Et la RDC. Voilà. Dans ce cas-là, nous avons répondu par le biais de Mme Tina Salama et aussi ministre de la Communication. Nous avons dit non, il y a une résolution 2773. Là où on avait bien souligné que là-bas, on demandait les Rwandais de retirer ses troupes au Congo. On avait demandé aussi les M23 de quitter le Congo. Aussi, on avait demandé de cesser le fait au niveau de l'Est de notre pays. C'est ce que la résolution 2773 avait dit lorsque l'ONU avait été le 21 février. Mais lorsque nous, au Congo, maintenant, les gens disent non, écoutez, si l'État est devenu faible, l'État a demandé la négociation. Ce n'est pas ça, mon cher Chris. Dans le monde entier, comme mon ami vient de dire, pour résoudre les conflits, il y a des mots, il y a la négociation, il y a aussi la diplomatie. Si on commence la diplomatie, on trouve que en allant, on trouve que ça montre des faiblesses. Soit il n'y a pas eu de résultats escomptés. Dans ce cas, on peut aborder la négociation, qui n'est pas aussi un tabou. Mais pour moi, Anatole, je ne peux pas opter l'option de mon ami Gilles et Martin Ballet. Moi, je dis ceci. Comme en tant que médiateur, Lorenzo a voulu que revenir au processus de Luanda, que nous-mêmes on a demandé, par le biais de notre ministre des Affaires étrangères, nous avons demandé le processus de Nairobi et celui de Luanda. Nous avons dit non, on ne peut pas aller chercher les M23 pour négocier avec. Mais on avait déjà prévu ça depuis longtemps par l'ONU. On avait demandé qu'on puisse se mettre sur une table. Dans ce cas-là, rappelez-vous pour Nairobi, on avait demandé que les troupes armées étrangères troupes étrangères et troupes nationales qui se retrouvent autour d'une table pour qu'on puisse, soit des troupes congolaises qui soient intégrées dans le mouvement démobilisé, les troupes étrangères qui soient renvoyées dans leur pays. Là, c'est au niveau de Nairobi. Et au niveau de Luanda, c'était question de trouver solution entre les conflits, trouver les solutions entre Rwanda et la RDC. Pourquoi les conflits beaucoup d'années comme ça? Et il fallait que les deux se retrouvent le 15 décembre 2024 pour signer un accord de paix, mais malheureusement, les sanguinaires, Kagame avait refusé de partir. Nous, on avait gagné par forfait. Rappelez-vous, avant de se retrouver au niveau de Luanda, les deux ministres des Affaires étrangères sont retrouvés. Notre ministre des Affaires étrangères et celui de Rwanda sont retrouvés pour programmer, préparer la rencontre entre les deux présidents. Arrivant, ça n'a pas tenu. Moi, j'avais dit à ce moment-là qu'effectivement, le processus de Rwanda a atteint ses limites. Donc, en tout cas, le Rwanda a échoué. Très bien. A échoué. J'avais dit à l'époque. Mais quand j'ai vu celui qui avait dit il se retire, parce que j'ai suivi un moment, on l'a retiré, il ne peut pas encore continuer avec la négociation entre RDC et Rwanda. Mais maintenant, aujourd'hui, il appelle les chefs de l'État lui-même. C'est comme si le Rwanda est devenu faible. Il a dit non, Lorenzo, appelez votre collègue qui puisse venir, qu'on puisse discuter. Ok. Et si c'est... Donc c'est Kigali qui fait appel, hein? Oui. Moi, je ne peux pas dire ici que c'est le chef de l'État Fachi Beton qui appelle son homologue pour dire, écoutez, je suis fatigué, je dois négocier. Et aussi, mon cher, moi, je dis ceci. S'il y a un processus ou une procédure qui va amener la paix au Congo, que ce soit négociation ou quoi que ce soit, moi, Anatole, je suis prêt pour accepter ça. Si ça devenait... Si on au Congo, on doit déterminer que oui, on doit maintenant négocier. Mais ça ne doit pas venir de nous-mêmes. Ça doit venir du médiateur
qui est Lorenzo. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, on peut choisir Fatih Béton comme médiateur entre Ukraine et Russie. S'il part, ils vont inviter le parti. Merci. Venez qu'on discute. Dès qu'ils arrivent devant la table, merci de ils vont mettre des conditions. Dire non, vous venez ici, vous avez fait des ans de guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver des solutions et à l'amiable. Et non que Fatih a demandé, mais c'est le réseau qui a demandé le parti prenant de venir autour d'une table et trouver la solution. C'est le direct de votre émission, c'est politique. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre sur les antennes de la 10e rue Télévision. Toms, vous avez la parole, tour à tour, vous avez suivi vos débatteurs en plateau, comment est-ce qu'ils ont avancé leurs éléments de réponse à nos différentes questions ici. Alors, vous voulez d'abord faire un nettoyage technique, permettez-moi ces termes, par rapport à ce qui s'est dit ici en plateau, mais seulement aussi la question, c'est de savoir, à ce jour, est-ce que ces négociations, si Kinshasa accepte de négocier, ces négociations seront-elles favorables pour la République afin de retrouver la paix? Alors, cher Chris, je ne vois rien à recadrer parce que je vous félicite et vous encourage d'abord pour les castings, pour la sélection. Merci. Ce sont des gens très intelligents avec des arguments très bien calibrés pour le bonheur du pays, bien sûr. Il y a Martin, très percutant dans ses bottes, et Jules et puis Anatole, qui sont de l'autre côté également avec des mots très bien millimétrés. Et je ne vois rien à recadrer par rapport à leurs propos. Bien entendu, je vais réagir par rapport à votre question, au sujet qui fait parler de lui. La négociation, était-il possible? Le président qui, en son temps, refusait, aujourd'hui, il accepte. Cher Gilles l'a dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Moi, je peux le paraphraser, dit-on, il n'est jamais tard pour faire le bien, en fait. Très bien. Alors, il y a plusieurs façons de chercher à pacifier ou à trouver solution lorsqu'il y a de conflit. Il y a la négociation qui prend plus de 40% de proportion. Il y a la diplomatie, mais en dernier ressort, c'est faire la guerre, qui prend la plus petite du pourcentage, en fait. Alors, aujourd'hui, le président Tshisekedi qui était contre la rencontre avec le rebelle, aujourd'hui, il en accepte. Est-ce qu'il y a... Jusque-là, il n'a pas accepté. Hein. Bon, lorsque ses officines parlent, je pense qu'il parle pour son compte. Lorsque sa porte-parole parle, je pense qu'elle parle pour son compte, je pense. Vous avez cité Madame Tina Salama, notre consoeur, et vous avez même épinglé un paragraphe de ses dires. Ça veut dire, le président accepte quand même, et nous avons vu, vous et moi, nous vivons au Congo, où la rencontre avec le président s'est fait, même si rien n'a filtré, n'est sorti sur la toile, mais on sait après ce qui c'était. Alors, pourquoi il doit accepter de négocier? Le président Tshisekedi, comme tout autre président à travers la République, est supposé être l'homme le mieux informé de la République. Donc, il a toutes les informations à sa disposition. Il sait quoi mettre, où mettre pour le bien du pays. Je reste pour le bien de sa population. Vous vous souviendrez, lors de sa campagne, le président Tshisekedi a dit, je cite, « Je suis prêt à mourir pour la République démocratique du Congo ». Il n'y a rien de plus prestigieux qu'une vie. Parce que quelqu'un s'est dit, il est prêt à mourir pour pacifier les Congos, pour le bien des Congolais. Vous allez comparer, cher Christ, entre accepter de mourir pour les Congos et parler aux autres pour le bien du Congo. Si les deux peuvent donner la même solution, je pense que le mieux serait de parler ou de trouver la solution. D'aucuns fustigent que la position de Kinshasa, qui veut aller à tout prix pour négocier avec les rebelles, serait une faiblesse. Alors, serait une faiblesse, mais si c'est pour le bien de la nation congolaise ou pour le bien du Congo, je pense que c'est une faiblesse positive qui vaut son président. Jésus lui-même a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit marginalisé, qu'il soit le plus petit de tous, qu'il soit le serviteur de tous. Si M. Tshisekedi estime que, pourvu qu'il soit traité de faible, pour que les Congolais cessent de mourir à l'est du pays, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas être un président sans être un fédérateur.
Cher Chris, à l'intérieur de ces groupes armés, il y a des Congolais, même s'il y a des Rwandais, même si l'armée rwandaise qui tire le ficelle, mais il y a des Congolais, des pères et des mères. Alors, il y a des vrais Congolais à l'intérieur. Laissez-moi aller. Accordez-moi quelques secondes. Alors ces Congolais, peut-être ils ont été aigris d'une façon ou d'une autre. Parce que généralement, lorsque quelqu'un arrive à prendre les armes, il y a une mouche qui le pique quelque part. Soit il a été mal servi, soit il y a quelque chose dont il reproche au pouvoir. Bah, il trouve mieux pour exprimer son désarroi ou son mécontentement, prendre les armes. Mais n'oubliez pas, nous sommes africains, il y a ce qu'on appelle arbre à palabre. Il faut que les Congolais, les fils et filles du pays, se retrouvent autour d'une table, parler. Exclure les uns les autres ne serait qu'empirer la situation, en fait. Lorsque Martin dit, au début, le président avait refusé de parler avec le rebelle. Mais mes amis en face disent qu'il fallait peut-être voir le méandre. Était-il opportun? Mais si lui-même estime qu'il est opportun aujourd'hui de parler avec les uns et les autres, pour le bien du Congo, nous, de la société civile, avec notre leader, nous pensons que ça vaut la peine. Il faut parler avec tout le monde. Il faut être un fédérateur, mon frère. Vous ne pouvez pas avoir dans votre maison les infiltrés et vos fils, mais vous les élevez ensemble, sans comprendre qu'est-ce que chacun pense. Alors nous voulons assez qu'on écoute les uns les autres. Certainement, à la fin, il y a cette histoire du braquage et brassage, mixage. Mixage. Je voulais en venir, hein, je voulais en venir. Là, vous venez de bosser juste la forme, le fond. C'est les revendications de rebelles. Et ces revendications sont basées sur le brassage et mixage. Kinshasa va-t-il accepter de procéder ainsi? Monsieur Chris, vous savez, il y a aujourd'hui dans notre gouvernement, je ne citerai pas les noms parce que vous n'êtes pas né de la nouvelle pluie, vous en connaissez. Nous avons des chefs de guerre aujourd'hui qui ne girent que sur le tshisekidisme aujourd'hui, qui sont les chefs de guerre. Qui ont fait la guerre, mais je vous dis, qui ont fait la guerre contre le Congo. Je suis en train de répondre à votre question pour vous dire, vous venez de parler de l'unité. Je suis en train, parce que vous m'aviez posé la question. Mais vous m'avez posé la question. De frustrer certains. Chris, vous m'avez posé la question de savoir. Vous craignez qu'on intègre les uns les autres, mais ceux-là ont été intégrés. Les étrangers. Non, c'est là où je veux arriver. Ça veut dire, il y a lieu de faire un toilettage. J'ai commencé par vous dire, il y a d'autres Congolais qui ont tué leurs frères congolais qui aujourd'hui travaillent pour le bien du Congo. Ils se sont convertis, ils ont changé. Aujourd'hui, ils ne parlent plus de la guerre. Au contraire, ils sont sur tout le front pour chercher à défendre la RDC. Je ne suis pas dans la polémique, mais il y a ce qu'il y a, vous en connaissez quelque chose en fait. C'est pour vous dire que ceux et celles qui sont infiltrés, étant donné qu'ils resteront congolais, rien ne change que demain, ils reviennent au bon sens. Ils ont tué certes, ils ont fait des actions ça et là certes, mais il n'est pas exclu que cela revienne au bon sens. La toute dernière question. Martin venait de l'évoquer tout à l'heure que le ministre de la Santé publique a donné les chiffres exacts de nos Congolais, des Congolais qui ont perdu la vie depuis le début de cette année jusqu'à ce jour, estimé à plus de 9 000. Alors, Nanga est à la base de toutes ces morts. Voyez-vous Kinshasa, parce que nous avons besoin de tout le monde, même si la paix coûte cher, dit-on, voyez-vous maintenant Kinshasa se mettre autour d'une table avec quelqu'un qui a ôté la vie de plus de 9 000, sans compter les blessés, l'intégrer dans les institutions de la République, il va retrouver la paix, la quiétude, et puis toucher à l'argent de la République. Cher Chris, Monsieur Nangadon, vous faites allusion, c'est un sujet congolais comme vous et moi. Alors, si aujourd'hui on décide à le rencontrer, parce que ce sont des vies qui sont fauchées chaque jour en fait. Est-ce qu'on doit continuer? Parce que lui ne s'arrête pas avec ses acolytes. Il ne s'arrête pas. Il a sa vision. Maintenant, il est peut-être temps de le rappeler. Monsieur, nous sommes dans une situation où, si vous voulez prendre le pays, vous voulez diriger les Congos, il y a une voie qui est prévue pour ça. Il y a les élections. Cessez d'arrêter de tuer les Congolais. Parce qu'en tuant les Congolais, vous ne prendrez pas le pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous prend
Monsieur Nanga pourra dire ce qu'il les prend pour prendre cette position. Mais on lui dira, monsieur, si tu fais les jeux du voisin, si tu fais les jeux de l'étranger, tu n'aides pas ton pays. Raison pour laquelle le président estime qu'il faut qu'il parle avec eux tous. Écoutez les uns les autres. Mais il n'est pas forcément obligé, je vais citer par là, de céder à ce que le rebelle veulent. Ils peuvent vouloir qu'on leur donne une partie de la République démocratique du Congo, par exemple, au prix de la paix. Personne ne va l'accepter. Ça veut dire balkaniser la RDC. Si c'est sur leur table, ça ne viendra pas. Ça ne veut pas dire aller parler avec ces rebelles, c'est faire exactement ce qu'ils veulent. Mais il faut les écouter pour essayer de comprendre, comme un père de famille, satisfaire chaque enfant et puis que la paix revienne dans la maison. Excellent, Makongo. Voilà. Jules, vous avez la parole. La même question. Aujourd'hui, Kinshasa peut-il accepter de rencontrer Nanga, parler avec lui, l'intégrer dans les institutions de la République ou soit lui donner ce qu'il veut? Merci beaucoup, cher Chris. Je ne saurais vraiment aborder cette deuxième question sans faire un petit rétro-pédalage sur ce qui a été dit, surtout par mon frère Martin. J'espère finalement qu'il a compris l'esprit de la structuration et de l'infiltration dans l'armée. C'est que la structuration, c'est un corps, l'infiltration, c'est un esprit. S'il peut comprendre ça comme ça. Donc, un corps peut être bien structuré, mais il y a des mauvais esprits dedans. Donc, ce n'est pas un problème que les chefs aient dit hier que l'armée était structurée. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'armée était infiltrée. Donc, ce n'est pas ce délire. C'est une continuité des choses normales, surtout quand on a bien examiné la chose. Et quand il dit que 9000 morts, c'est la responsabilité du chef de l'État, je ne comprends pas comment il est dit, alors que ceux qui sont en train de tuer, on le connaît et on les a vus. Et puis, ici, il faut insister que la CPI, d'ailleurs, a initié une action contre tous ces tueurs-là. Je ne sais pas comment lui cherche encore où se trouvent ceux qui ont meurtri notre population. Et d'ailleurs, en cette matière d'infiltration, aujourd'hui commence un procès contre les généraux et autres de l'armée qui ont fui devant l'ennemi. C'est pour dire que cette infiltration-là s'éprouve encore aujourd'hui parce qu'il y a eu des chefs des corps, des services d'armée qui ont fui, qui ont capitulé devant l'ennemi et aujourd'hui ils vont être jugés et on a même prévu que cela passe sur la télévision nationale. Maintenant, je peux seulement revenir à votre question pour dire que j'étais en train de dire ici que la guerre, c'est la continuation de la politique sous d'autres formes. Les négociations aussi, c'est par rapport à ça. J'avais épinglé le fait de dire ici qu'il y a eu des négociations qu'on connaît, même au niveau du Moyen-Orient. Il y a des négociations qui ont commencé depuis très longtemps, qui n'en finissent pas. Qu'aujourd'hui, personne ne pense que parce qu'il y a négociation, c'est une faiblesse. Pas forcément. Les négociations, c'est écouter l'autre, les revendications, écouter son agenda, ses cahiers des charges, mais ce n'est pas dire tout de suite embrasser ou épouser son point de vue. Donc, je crois que si Tshisekedi a fait un effort pour que ces négociations-là reviennent vers Luanda, c'était les recommandations qui sont sorties de la résolution 2773. L'Union européenne a renvoyé presque tout le monde au niveau de Luanda. Je crois que Tshisekedi a bien fait aujourd'hui, après s'être sécurisé totalement sur le plan juridique, pour ramener les débats au niveau de Luanda. Je vous ai donné l'exemple ici que Kagame avait déjà fouillé en décembre. Et donc aujourd'hui, même le M23, quand ils viennent avec ce ressentiment-là de savoir qu'on ne va pas tout prendre, on ne va pas tout embrasser, on va rester dans les normes de ce qui a été depuis Nairobi. Et donc je crois qu'aujourd'hui, ça sera de bonne guerre. Je crains même que si ces négociations n'aboutissent pas, je crois que c'est Kinshasa qui ressortira encore le plus fort, le plus grand. Parce que on mettrait le M23 devant un fait accompli. Et on prouvera sur la face du monde que ce n'était que... Est-ce que voyez-vous d'abord ces rebelles prendre part à toutes ces négociations annoncées? Mais c'est la dernière option, c'est la dernière perche qui leur a été tendue. Aujourd'hui, Kagame déjà le 15 décembre avait fui. Si aujourd'hui ils désistent, tout le monde comprendrait directement qu'ils ne sont les vrais auteurs. Ce sont les vrais auteurs et ils ne sont pas en position d'écouter toutes les revendications dont ils parlent sont infondées. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, Kinshasa aura raison. Parce qu'avoir raison sur diplomatiquement, ça nous donnerait beaucoup plus de force sur le plan diplomatique. La toute dernière question.
Nanga avait promis de prendre Goma. L'intrusion a eu lieu. Nanga a promis de venir à Kinshasa d'ici la fin de ce mois. Est-ce aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait par nos services afin d'empêcher ces rebelles de poursuivre sa démarche? Par nos services. Je crois qu'aujourd'hui, cette question est une question de la sous-région, même de la région des Grands Lacs. Je ne vois pas que ça ne soit que nos services à l'interne. Sur le plan interne, il devrait y avoir quand même un travail. Mais il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait, l'armée fait son travail, les renseignements font leur travail. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons compris que la question est allée au-delà de nos frontières. C'est-à-dire que la question se gère ou est en train de se gérer au niveau international. Les pressions sont faites, vous l'avez évoqué ici, les pressions sont faites de tous bords. Ces pressions-là font que de plus en plus, l'ennemi se sente beaucoup plus isolé. Et quand plus en plus il se sentira isolé, plus en plus il va abdiquer, il va renoncer par rapport à... Cher Martin, les derniers mots, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Déjà? Oui, cher Christian, j'allais dire à Maître Anatole, il ne faut pas prendre la gestion de la République comme un match. Hein. Donc, comme Kagame n'était pas là, on a gagné par forfait. C'est nous les perdants, cher Anatole. Prenez les choses de l'État au sérieux. S'il vous plaît. C'est nous les perdants. L'absence de Kagame, c'était un regret, un sentiment de regret pour les Congolais. Les chefs étaient là-bas pour chercher la solution. Lorsque vous venez dire ici qu'on avait gagné par forfait, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi, cher Anatole? Real Atlético? Je ne sais pas. Et puis, cher Gilles, je vous envoie à l'article 74 de notre Constitution. Vous allez comprendre bien les rôles de M. Tshisekedi. Il a prêté serment. Non seulement devant la cour, mais devant Dieu, d'être un bon garant de la nation, d'être un bon citoyen, un bon défenseur, le premier défenseur des Congolais. Aujourd'hui, si les Congolais subissent de l'agression, la faute incombe à Tshisekedi. Lorsque vous trouvez une armée bien structurée, déjà c'est une grâce pour vous. Parce que pour dénicher... il vous a donné la réponse, non? Non, s'il vous plaît. Pour dénicher l'infiltration, c'est un petit problème. Parce que l'armée, oui, lorsque l'armée est déjà structurée, parce que lorsque vous trouvez une administration, une administration bien assise, c'est facile pour vous de dénicher des petites fautes. Mauvais éléments. Oui, des petites fautes. Parce que l'administration fonctionne normalement. Dans l'armée, c'est l'administration. Lorsque vous trouvez une mauvaise administration dans l'armée, c'est tout un problème. Parce que je peux vous amener à l'armée américaine. Il y a des Russes à l'armée américaine, il y a des Marocains, il y a des Congolais, il y a des... Qui sont entrés par la grande voie. Non la petite voie comme notre armée. Ne leur permettent pas de cesser à trahir merci. Les États-Unis. Permettez aux autres de désannoncer. Je vais prendre qui entre les deux. Allez, Anatole, les derniers mots avant que Tom reprenne la parole. Bon, merci beaucoup, cher Chris. En tout cas, notre frère Martin, mon ami Martin Balé, là, moi, quand j'ai dit forfait, c'est effectivement, on avait gagné par forfait. Vous savez, ce n'est pas la ligne à foot. On a les modes de régulation des conflits. Si on a la négociation, la diplomatie et aussi la guerre, on arrive pour la négociation que lui n'est pas si lié. On va dire quoi? Parce que tous les pays du monde vont comprendre que Nani Kagame est mauvais. Il veut maintenant qu'on puisse faire la guerre avec lui. Parce qu'il ne veut pas négocier. D'ailleurs, c'est ça, c'est toujours quoi? La guerre. La sincérité en politique. Écoutez, mais c'est ça, non? Parce que, écoutez, nous avons dit résolution 27-33. Là où nous appuyons. Nous ne voulons pas aller loin pour aller supplier Nanga venir négocier. Non. Nous, c'est l'ONU qui avait pris cette résolution. C'est quoi votre politique? Kagame et Nanga sont convoqués, ils sont obligés de prendre part à ces rendez-vous. Écoutez, pour moi, j'estime que, comme le mot de la fin, comme la résolution avait voulu que Kagame et le Rwanda RDC tombe sur une table, qu'on se mette autour d'une table, qu'on cause, qu'on discute, qu'on mette fin à cette guerre. Mais patin là, Nanga, en tout cas, je ne vois pas ça d'être dans ces négociations. Allez, vous allez conclure. Les arrogants. Merci beaucoup, Chris. Merci aux autres. Alors, moi, je vais dire merci d'abord pour votre invitation. Et puis, parler de la guerre. Mais la RDC n'a pas que la guerre. La guerre, oui,
Mais il y a aussi la faim, il y a aussi les conditions sociales de vie qui en pâtissent. Alors, dans un temps record, le président de la République a parlé de mettre en place, parmi les solutions, un gouvernement d'union nationale qui mettra tout le monde au parfum. Et nous pensons qu'il y a un fils du pays, dont Yves Punga, qui s'éporte, qui est déjà accepté la main tendue du chef de l'État, parce qu'il faut un outsider, il faut un dirigeant, il faut quelqu'un qui doit mettre tout le monde d'accord, fédéré. Alors, monsieur Chris, laissez-moi arriver. C'est mon temps d'antenne. C'est mon temps d'antenne. Un peu de respect. Je ne vais pas déranger quelqu'un. Donc, il ne faut une économie numérisée. Aujourd'hui, la RDC, personne ne sait avec exactitude combien la RDC emmagasine sur le compte de ses caisses, en fait, de finances publiques. Personne, même vous qui êtes avec moi, personne ne connaît l'identité de l'autre, raison pour laquelle on parle de l'infiltration. Il faut quelqu'un qui vient mettre tout le monde d'accord. Un système de la gestion informatisé où on peut surveiller tout le monde. Merci. Où on peut booster un fédérateur qui peut mettre autour de lui toute tendance pour essayer d'arranger. Et nous pensons que monsieur le président de la République ferait mieux de faire confiance à monsieur Yves Punga, qui est pétri des temps là, il a aidé l'Angola, il est en train d'aider ça et là où il est là, il est en train de passer pour aider les Congos à résoudre non seulement le problème de sa guerre, mais aussi son problème économique qui est une épineuse question, parce que la guerre finira. Si on ne mange pas bien, la guerre va continuer. Je vais désannoncer l'émission. Je vais saluer quand même quelqu'un qui nous a suivis depuis les lois là-bas. Il s'agit comme ça du directeur provincial des recettes non fiscales, monsieur Georges Tchatambov, qui travaille pour l'émergence de cette province. Vous le savez, depuis son avènement aux affaires, il a fait un travail remarquable. Il soutient les institutions provinciales dirigées par Madame Fifi Masuka. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités de répondre à notre invitation. Chers téléspectateurs, et également aussi à vous, merci de nous avoir suivis. Martin, je vous dis infiniment merci d'être là. Cher Toms, merci d'être là également. Anatole, merci. Jules Pitra, un plaisir de vous revoir en plateau de la 10e rue Télévision. On se revoit demain pour le tout dernier numéro de la semaine. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de notre programme. À cela plus tard.